Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour, on vous souhaite la bienvenue avec Philippe David. Ça va Philippe David? Ça va très bien, beaucoup d'émotions avec l'arrivée du tour. Françoise Degois sort ses lunettes noires. Parce que commence la partie de poker des vraies voix. Et là, je vais te dire, on est obligé d'avoir du poker face ici. Parce qu'entre Bilger et Fauvergue qui est là, alors là, moi je me dis, il y a les filles qui sont pas loin. Je suis en poker face. Et je rappelle que Sud Radio est quand même la radio des territoires, du vélo, Sud Radio du est la radio rugby. des tarés. Voilà, c'est ça. Parlez pour Non, vous. mais pour moi, voilà, pour des animateurs cinglés en fait. Allez, on vous souhaite la bienvenue au sommaire de cette émission, les amis, parce qu'on a pris beaucoup de retard. Quel scénario pour gouverner le pays après dimanche soir, si aucune majorité ne se dessine à l'Assemblée nationale? Gabriel Attal dit souhaiter une assemblée plurielle pour une gouvernance nouvelle. Xavier Bertrand, de son côté, en appelle à un gouvernement de sursaut républicain pour reconstruire la France. Quant au coordinateur national de LFI, Manuel Bompard, il avertit d'ores et déjà que les Insoumis ne participeront pas à une hypothétique grande coalition. Alors parlons vrai, souhaitez-vous un gouvernement de coalition comme ça se fait ailleurs en Europe? Ou au cas où il n'y aurait pas de majorité, un gouvernement de techniciens pour gérer les affaires courantes jusqu'à la prochaine présidentielle ou à la prochaine dissolution? Et à cette question, sans majorité absolue, faudrait-il un gouvernement, vous dites, de coalition à 51% et de techniciens à 49%? Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Frédéric Durand, journaliste et directeur de la revue L'Inspiration politique. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30, c'est un séisme électoral qui a frappé ce dimanche soir à Saint-Amand-des-Eaux. Fabien Roussel, député depuis 2017, qui a perdu sa circonscription emporté par la vague Rassemblement national. Cet événement illustre donc une tendance de fond. Le Parti communiste français a progressivement perdu la plupart de ses bastions ouvriers au profit du Rassemblement national ces dernières décennies. Alors parlons vrai, est-ce que la gauche est victime de la stratégie Terra Nova qui disait en 2011 qu'il fallait oublier les classes populaires pour leur préférer les minorités des quartiers populaires? Est-ce que l'abandon du social pour le sociétal explique ces déroutes électorales dans les ex-bastions de gauche? Le nouveau Front populaire peut-il reconquérir la classe ouvrière? Vous dites non à 89%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Luc Rouban sera avec nous, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix, jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec Philippe Bilger, un petit rhume peut-être. Non, ça va mieux objectivement. Ok, très bien. Ça va mieux que dimanche soir. Ah très bien, c'est bien. On fait toujours des petits bilans sanguins de santé. Vous n'étiez pas là. Non, j'étais pas là. Mais vous saviez que vous nous retrouveriez le lendemain. Françoise Degois est avec nous. Ça va les amis? Françoise Degois Sarkozy avec son look. Pas du tout. Sarkozy. Moi, je suis Donna Corleone. D'accord. Je suis en mode, si vous voulez, je suis en mode combat. Vous voyez, D'accord. combat Voilà. discret. Très bien. Coup fourré. Un coup fourré, bien sûr. Alors Là, évidemment, la droite combat et la gauche fait des coups fourrés. J'adore Philippe Bilger. Sans vouloir paraphraser un président de la République, la force tranquille, Jean-Michel Fauvergue est avec nous, non, ancien s'il te plaît, député et ancien patron du RAID. Ça fait quelque temps que j'étais pas venu et Françoise, elle me fait peur là. Mais excusez-moi, il y a une On a mis mafieuse, quelqu'un à la porte ou il y a quoi? une mafieuse à côté de vous et vous l'arrêtez même pas. Je l'adore, c'est un des Elle est rares remontée flics, comme une pendule. C'est un des rares policiers tout à fait formidable. Oui. Il y en a beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup. Oui, En plus, et on c'était les juste embrasse pour faire- d'ailleurs. On les embrasse. Et d'ailleurs, Policiers, gendarmes et... je voulais vous signaler, je ne sais pas si vous êtes baladé dans Paris, et c'est quand même, moi je trouve ça super rassurant parce que je suis très ordre juste. Il y a vraiment des policiers absolument partout, tout le long, bien sûr, de la cérémonie. Vraiment, on sent quand même qu'il y a une vigilance qui est quand même, alors je pense que c'est énormément de boulot pour eux, mais quand même je voulais les saluer parce que ils sont absolument partout, c'est incroyable. Surtout en bas de chez vous, Françoise, vous allez voir. Non, on vous garde bien. Moi, j'ai la BAC qui me surveille en permanence. Mais Françoise, même quand ils sont là, quand ils ne sont pas là, Ils sont là. Ils sont là. Oui, alors non, mais non, Sachez-le, Françoise. j'ai pas C'est peur. con, ça aurait pu être super si vous vous étiez pas trompé. Si vous avez pas fourché. Mais ça fait partie de mon charme de fourcher de temps en temps. Non, ça c'est moi. Allez, Pascal de Périgueux est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, votre coup de gueule, on vous écoute. Blanc plus hétéro plus catho égale facho, c'est la nouvelle étoile jaune dans notre pays. Ouais. C'est ce que vous ressentez vous? Oh oui. D'accord. Ok. Mais c'est-à-dire que c'est ce qu'on vous dit, vous avez l'impression
Non, c'est surtout c'est pas ce qu'on me dit à moi, mais c'est ce qu'on entend dans les médias la plupart du temps. C'est-à-dire que dès l'instant où on n'est pas de gauche, on est facho. Voilà, c'est des raccourcis, moi, qui me dérangent fortement. Oui. Sans compter qu'on parle de partis qui ne sont pas républicains, donc ils n'ont rien à faire dans les urnes. A priori, mais par contre, personne ne parle plus de démocratie. On parle de république, on parle plus de démocratie. C'est-à-dire qu'on nous a balancé du 49-3 à tour de bras. Ça, c'est républicain, mais c'est pas démocrate. Oui. Voilà. Petite réaction de vraie voix. J'aime bien ce que dit notre auditeur, Pascal, pardon, mais ça mériterait des développements que je n'ai pas le temps de tenir. Mais j'aime bien cette légère outrance qui suscite la réflexion. Moi, j'aime bien ce que vous dites, Pascal, parce que c'est vrai dans l'autre sens, c'est-à-dire et vous dénoncez quelque chose qui est presque irrévocable, irrésistible et contre lequel il faudrait lutter, c'est-à-dire véritablement la bipolarisation, c'est-à-dire que pour une partie de la gauche, ce que vous dites est vrai, mais pour une partie de la droite, la gauche est forcément islamo-gauchiste, islamiste, woke, etc. Il y a absolument plus de nuances dans le débat public, et c'est vraiment très ennuyeux. Vous voyez, si vous êtes de gauche, vous êtes forcément contre les flics, wokistes, et pour les islamistes, ce qui n'est pas le cas, et vice-versa. Donc c'est bien que vous le ressentiez, que vous en souffriez. Sachez que moi, en tant que femme de gauche, que j'entends sur la gauche H24, eh bien, ça me fait un peu mal là où je dirais pas où. Voilà. Voilà. J'ai le faux vert. En fait. Voilà. Il y a des gens de droite géniaux et des gens de gauche géniaux aussi. Pascal est en train de nous parler d'un problème très actuel. Si vous voulez, je trouve que en général on a la mémoire courte. Bon, moi j'ai longtemps habité en Gironde, j'allais chasser à côté de Latché où habitait monsieur Mitterrand qui passait ses vacances avec Bousquet. Voilà, moi, je comprends pas qu'aujourd'hui, moi en étant de droite, on me stigmatise, parce que attention, quand on dit facho, c'est du LR jusqu'aux bah oui, mais voilà. Islamo-gauchiste, ça va maintenant du centre-gauche à un peu tout, quoi. Voilà. Jean-Michel Fauvert qu'on n'a pas entendu. Jean-Michel. Oui, ce que disait Pascal est un problème qui est un problème très actuel, mais qui dure depuis quelque temps déjà. C'est que il est en train de nous parler de la majorité des minorités. C'est-à-dire que dans ce pays, comme dans d'autres pays d'ailleurs, les minorités sont entendues, écoutées. Elles font bloc quelquefois, ce que certains appellent les intersectionnalités. Et il a raison dans ce domaine-là. Il faut la majorité devrait rester dans notre pays, la majorité. Allez, Pascal, vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour. Vous allez pouvoir jouer au qui c'est qui l'a dit. Vous avez non seulement vous allez jouer, mais vous allez gagner. Vous allez voir. Parce que vous allez voir de quel côté la force. On connaît les résultats déjà. Ne nous plombez pas le moral. Ah mais non, mon petit chat, vous inquiétez pas. On ne vient ici que pour ce quart d'heure. Je rappelle quand même que tous les chroniqueurs ici n'attendent que qui c'est qui n'a dit. Bien entendu. Vous savez quoi, on va faire un vrai jeu pour Noël. Un truc qui dure qui c'est qui l'a dit, des vraies voix. Ça c'est pas con ce que je dis. Allez, dans un instant, les 3 infos des législatives avec Félix Mathieu et la parole du procureur. De quoi parle-t-on ? Le délire massif contre le RN est-il démocratique ? Eh ben dis donc, vous allez loin. Allez, à tout de suite. Les vraies voix avec Philippe David et tous nos invités. Et Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Michel Fauvergue. À tout de suite. S'il n'en reste qu'un autour de cette table, espérons que ce soit Philippe David. C'est beau, non, ce que je viens de dire? C'est très parce que vous êtes le meilleur, Philippe David. Le meilleur d'entre eux. C'est parce que j'ai les mêmes coupes que Juppé que vous dites que je suis le meilleur d'entre nous, c'est ça? Juppé, parce que c'était le meilleur d'entre nous, disait Chirac. Oui, mais non. Et qu'on a la même coupe de cheveux. J'ai peur que vous n'ayez pas grand-chose. On disait primum inter pares, le meilleur d'entre nous. J'ai peur qu'il n'ait pas grand-chose à voir avec physiquement avec Juppé, en fait. Ni intellectuellement, d'ailleurs. Philippe l'a démontré plus que Juppé qu'il était le meilleur. Oui. Merci. Voilà quelqu'un qui parle bien. Merci, Cécile. Non, mais n'importe quoi. Il est meilleur que Juppé. Bien sûr. Juppé n'a jamais démontré qu'il était le meilleur d'entre eux. Non. Si, quand même. Et malheureusement, Juppé, c'est quelle radio? Mais vous dites n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il vous faut des vacances, les amis. C'est plus possible. Ça n'est plus possible. Dans un instant, les 3 infos des législatives avec Félix Mathieu. Il en a des choses à dire aujourd'hui, Félix Mathieu. Je vois le nombre de feuilles. Je me dis, il a bien bossé aujourd'hui. Vos 3 mots dans l'actu dans un instant. On va parler de Marine Le Pen qui parle d'un risque de coup d'État administratif, de nomination de dernière minute avant une cohabitation. L'Élysée lui demande de garder son sang-froid et de garder un peu de mesure. On va parler aussi de cette barre des 200 désistements franchis cet après-midi avant la clôture des candidatures à 18h. La gauche et certains macronistes entendent éviter les triangulaires et donc une majorité absolue pour le RN dimanche soir.
Et en 3 mots. En 3 mots, ça donne sang-froid, majorité et désistement. Allez, la parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous voulez requérir sur cette question, monsieur le procureur, le délire massif contre le RN est-il démocrate ? Oui, parce que je suis exaspéré, en fait, bien avant le premier tour, par ces étranges campagnes présidentielles. Évidemment, celle d'aujourd'hui est moins pire que celle qui opposait Jean-Marie Le Pen à Jacques Chirac. Mais tout de même, est-ce qu'on est vraiment dans un pays démocratique quand un parti qui obtient la bagatelle de 10 millions d'électeurs est traité de manière aussi hémiplégique par l'ensemble d'une société politique et médiatique. Alors je le dis peut-être par une envie obscure de voir la philosophie régalienne du RN imprégner une droite classique, mais je continue à penser que ce climat-là n'est pas démocratique. Parce que, je vais finir, quand on voit toutes les institutions, toutes les personnalités, les artistes, les écoles, les universités, et les rappeurs, le record absolu, les journalistes de 20 minutes demandent qu'on ne traite plus le RN de manière objective, mais impartiale, mais qu'on s'engage contre lui. Je pense que c'est une France qui devrait avoir, sur un certain plan, honte d'elle-même. Françoise Legault. Mais moi, je pense que tout à fait le contraire. Quand vous avez des groupes entiers, le groupe Bolloré, des médias entiers qui s'engagent pour l'accession de Jordan Bardella au pouvoir, quand vous avez le Figaro qui quitte toute mesure journalistique. D'ailleurs, une de ces journalistes est débarquée parce qu'elle a eu le malheur de le dire. Moi, je ne vois pas où est-ce que le RN est tabassé par une partie de la société, mais il est soutenu de façon éhontée par grandes radios, grandes chaînes de télé, grands journaux, mais enfin, c'est du matin au soir. Mais quand vous avez Cyril Hanouna, à qui l'Arcom demande d'arrêter son émission, tellement elle est bébé, du matin au soir en réalité. Moi, je veux bien qu'on fasse de la victimisation et qu'on explique, oh là là, on est très méchant avec le RN, mais regardez la puissance du soutien du Rassemblement national. Là, vous parlez de la société civile, et la société civile, elle a le droit de dire, parce que c'est quelque chose sur lequel nous ne serons jamais d'accord, ni vous ni moi, elle a le droit de dire que le Rassemblement national est encore un parti d'extrême droite. Elle a le droit de le penser, et elle a le droit de rappeler les origines humaines. Moi, en tant que femme de gauche qui soutient, parce que je me cache pas, moi, derrière mon petit doigt, et tout le monde sait très bien à quel point le nouveau Front populaire, je le soutiens, qu'est-ce que nous devrions penser des 3 semaines qu'on vient de vivre? Le nouveau Front populaire, de bashing, de LFI, c'est la fin des Juifs, le PS traître, etc. Mais reconnaissez que c'est lamentable. Si vous êtes capable de reconnaître que la façon dont la gauche est traitée est lamentable, je veux bien reconnaître que le RN c'est lamentable. Mais ça n'est pas vrai, parce que vous êtes absolument vous-même hémiplégique. Jean-Michel Fauvergue. 2 choses simples. Les Français sont prononcés et se sont prononcés à une grosse majorité pour le RN, 34-35%, relative, mais bon, il faut respecter leur choix parce que c'est un choix démocratique. Et en plus, c'est un choix démocratique dans lequel il y a beaucoup de gens qui sont allés aux urnes, beaucoup plus que 20 points de plus, et c'est super sympa. Première chose. Deuxième chose, il y a toujours une différence, moi qui me choque. Moi, je suis choqué plutôt par cette différence-là. C'est d'un côté traiter le RN comme un parti extrême, et de l'autre côté, faire des accointances avec LFI, qui est un parti extrême aussi, et ça, je ne supporte pas. Mais Jean-Michel, on parle pas de majorité. On ne parle pas de majorité quand un Rassemblement national a 9 millions de voix et le Front populaire 8. Allez, tout de suite, les 3 infos des législatives. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont sang-froid, majorité et désistement. L'Élysée appelle Marine Le Pen à faire preuve de sang-froid et de mesure après ses mises en garde contre un supposé coup d'État administratif, une vague de nominations avant une éventuelle cohabitation. La barre des 200 désistements franchis pour éviter les triangulaires et une majorité RN. Clôture des dépôts de candidature à 18h. Désistement aussi d'une candidate RN, mais pour une photo avec une casquette à croix gammée nazie. Et puis Jordan Bardella est moins définitif qu'avant quant au fait de ne gouverner qu'en cas de majorité absolue. Il n'exclut plus de faire l'appoint avec des divers droites ou des LR. Les vraies voix Sud Radio.
antisocial, perds ton sang-froid. Alors oui, c'est un peu le ton du communiqué de l'Elysée. La présidence de la République appelle aujourd'hui Marine Le Pen à faire preuve de sang-froid et de mesure. La double finaliste de l'élection présidentielle avait dénoncé un risque, je cite, de coup d'État administratif du camp macroniste en vue d'une possible cohabitation. Dans le viseur de Marine Le Pen, une vague de nominations dans la haute fonction publique. Alors la réponse de la présidence vient de tomber, je vous la livre. Il y a depuis 66 ans chaque semaine des nominations et des mouvements, notamment l'été, indépendamment des moments politiques traversés par nos institutions. Et il n'est aucunement prévu qu'une de ces dispositions puisse changer dans les prochains mois. Voilà pour la réponse de la présidence de la République. Pendant ce temps, en tout cas, le président du Sénat, Gérard Larcher, annonce se rendre à l'Elysée à l'instant. Je me rends à l'Elysée, dit-il, pour évoquer avec Emmanuel Macron les conséquences de cette dissolution brutale et le fonctionnement des institutions pour l'avenir. Voilà ce qu'indique à l'instant Gérard Larcher. Ça veut dire quelque chose, Philippe Bilger ? Que Gérard Larcher se déplace, je veux bien, mais je ne vois pas ce sur quoi ça pourrait déboucher avant le second tour. Je pense il a besoin d'une analyse. Emmanuel Macron, il ne sait pas de quel côté ça va tomber. Par ailleurs, Marine Le Pen s'appuie sur un papier complètement amphigourique et lunaire du JDD de dimanche dernier, alertant sur le fait qu'Emmanuel Macron était en train de tout verrouiller. Il faut arrêter les Jean-Michel, pardon. Alors, je pense que dans cette période de crise politique, le Sénat demeure un roc, un fer sur lequel on peut s'accrocher et ça veut dire ça en fait en réalité. Allez, nous sommes à bientôt une demi-heure des clôtures de candidature et la vague des 200 désistements a été franchie. Majoritairement des désistements de candidats de gauche arrivés 3e au premier tour et qui se retirent afin d'éviter les triangulaires favorables au RN. Consigne moins respectée, c'est-à-dire au cas par cas du côté des candidats macronistes, notamment quand le nouveau Front Populaire est représenté chez eux par la France Insoumise. Autre désistement plus atypique, dans la première circonscription du Calvados, une candidate RN qui se retire après la publication d'une ancienne photo d'elle portant une casquette de l'armée de l'air nazie, une casquette à croix gammée. Du côté de la Mayenne, cette autre candidate RN, Paul Vert de Soras, fait parler d'elle pour des raisons étranges. Voilà sa réponse à une question posée par le média Globe Journal, question de savoir si le RN était un parti raciste. Dans le Rassemblement national, nous avons des juifs, des musulmans, des espagnols. Moi-même, je suis catalane. Mon grand-père est né à Barcelone. J'ai comme ophtalmo un juif et j'ai comme dentiste un musulman. Paul Vert de Soras, candidat RN donc dans cette première circonscription de Mayenne, ici à la préfecture de la Mayenne pour le média Globe Journal. Pendant ce temps, Jordan Bardella se montre moins intransigeant sur la question de savoir s'il gouvernera sans majorité absolue. Alors il en fait toujours une condition, mais il y a un gros mais désormais, majorité absolue, avec pourquoi pas la pointe de divers droite ou LR non ciotiste si c'était nécessaire afin d'atteindre les 289 sièges. Le président du RN et aspirant Premier ministre Jordan Bardella donc l'a dit hier soir chez nos confrères de TF1. Il n'y a pas un Français qui nous regarde ce soir qui peut légitimement penser que je peux changer les choses si je n'ai pas de majorité absolue. Alors s'il manque 2 ou 3 fauteuils pour avoir cette majorité absolue, s'il en manque 20, il n'est pas impensable que des députés élus sous d'autres couleurs, divers droites, républicains, acceptent de travailler à nos côtés et de voter la confiance. Mais si vous voulez, comprenez bien que je ne veux pas être Premier ministre pour ma gloriole personnelle. Nous ne sommes pas comme les autres. Donc j'irai à Matignon, non seulement si j'ai la confiance des Français dimanche, mais si les Français m'accordent une majorité absolue. Le président du RN avec Gilles Boulot hier soir dans le 20h de TF1. Merci beaucoup Félix. Allez, dans un instant, le grand débat du jour, si aucune majorité absolue ne se dessine à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal appelle à un gouvernement pluriel. Ce sera non pour l'insoumis Emmanuel Bompard pour une potentielle grande coalition. Alors parlons vrai, souhaitez-vous un gouvernement de coalition comme ça se fait ailleurs en Europe? Au cas où il n'y aurait pas de majorité, un gouvernement de techniciens pour gérer les affaires courantes jusqu'à la prochaine présidentielle ou la prochaine dissolution. Et à cette question, sans majorité absolue, faudrait-il un gouvernement de coalition et de techniciens? Vous avez une neutralité helvétique puisque vous dites 50% l'un, 50% l'autre. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Frédéric Durand est avec nous, journaliste et directeur de la revue L'Inspiration Politique. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que le nouveau Front Populaire peut-il compter sur les électeurs de la majorité comme réserve de voix? Je dirais oui, mais ça dépend où. Allez, on en parle dans un instant. Ça va toujours bien en votre compagnie, Cécile. Écoutez, très bien. J'aime bien quand vous parlez comme ça. Oui. Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Goua et Jean-Michel Fauvergue. Et vous au 0826 300 300 avec Aude qui est là, souriante, pimpante derrière le téléphone. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour.
Il y a un troisième chemin qui est celui que je défends. Gabriel Attal n'est pas en mesure d'être Premier ministre demain. C'est pas moi qui le dis, c'est les électrices et les électeurs qui l'ont dit. Qui est celui d'avoir une Assemblée nationale plurielle au sein de laquelle nos candidats sont présents pour protéger les Français des hausses d'impôts, protéger les Français des projets de division. Ce que je souhaiterais, c'est que le président de la République ne reste pas le silencieux de l'Élysée. Alors il doit dire qu'il a non seulement compris le message, mais surtout, qu'il ne mettra pas de bâton dans les roues un gouvernement provisoire de la France qui permettra au moins de redresser le pays. Donc moi, par exemple, je n'ai pas participé à quelque gouvernement que ce soit qui ne met pas en œuvre une politique de répartition des richesses autre que celle qui a été mise en place par Gabriel Attal et par Emmanuel Macron lui-même. Et donc, quel scénario pour gouverner si aucune majorité ne se dessine à l'Assemblée nationale? Gabriel Attal préconise une assemblée plurielle pour une nouvelle gouvernance. Et puis Xavier Bertrand propose un gouvernement de sursaut républicain pour reconstruire la France. Et de son côté, Emmanuel Bompard, coordinateur national de la LFI, avertit que les Insoumis ne participeront pas à une éventuelle coalition. Alors parlons vrai, est-ce que ce type de gouvernement pourrait apaiser les esprits qui sont chauffés à blanc, ou au contraire risque-t-il de faire monter encore plus la colère dans le pays? Et à cette question, sans majorité absolue, faudrait-il un gouvernement de coalition et de techniciens? Vous dites encore et toujours 50-50. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Frédéric Durand, est avec nous, journaliste et directeur de la revue L'Inspiration politique. Bienvenue, merci d'être avec Bonsoir. nous. Philippe Bilger, cette question à côté de Frédéric Durand, j'espère avoir de l'inspiration, même rapide. Mais plus sérieusement, moi, en tant que tel, je ne serais pas choqué par la composition d'un gouvernement technique, à supposer qu'on puisse trouver des techniciens et des professionnels suffisamment incontestables et d'une certaine manière neutres pour emporter une adhésion majoritaire. Mais ce serait absurde dans un climat où la politisation a atteint un paroxysme et où on attend finalement une traduction politique concrète. Aucune des trois phrases d'Emmanuel Bompard, il est cohérent en disant on ne veut pas participer à une coalition qui ne respectera pas notre projet, et les deux autres sursauts républicains ou ce que dit Gabriel Attal, il faudra peut-être, c'est peut-être la seule opportunité qui sera offerte au président de la République, il faudra qu'il trouve un Premier ministre qui soit accepté par cet ensemble multiforme, et d'autre part, il faudra que cet ensemble mette en œuvre une politique qui ne soit pas celle du plus petit dénominateur commun. Françoise Degois. Oui, de toute façon, on est très clair, on est dans « je te tiens, tu me tiens par la barbichette », c'est-à-dire que comment peut-on imaginer, Emmanuel Bompard a raison, et Olivier Faure a raison, et Marine Tondelier aussi, le Front populaire qui va être à l'évidence le groupe, parce que il y a encore une discussion, mais peut-être que ce sera un groupe complet le plus puissant par rapport au Rassemblement national, avec personne n'ayant de majorité a priori, n'est pas là pour servir de supplétif à une majorité mourante. C'est-à-dire que on est quand même là dans un jeu de dupes. Vous avez Gabriel Attal, en gros, qui dit avec nos 80 députés, on va être la force, on va agréger, on fait une coalition. Évidemment que ça peut pas fonctionner dans ce sens. Et je vois pas du tout le nouveau Front populaire accepter cette idée de coalition si cette coalition ne part pas sur le programme, parce que c'est pas une coalition simplement électorale. Il y a un programme, il y a le SMIC à 1500 €, il y a 1600 €. Donc voilà, ça paraît mal embarqué. Il est normal que chacun montre ses muscles, mais en tout cas, ça peut pas se faire dans le sens venez chez moi quand vous avez 80 députés, alors que vous dites à 190 députés de venir chez vous, ça peut pas se faire dans ce sens. Jean-Michel Fauvergue. Alors je suis toujours obligé de parler rapidement derrière. Oui, pardon. Françoise. Pourquoi rapidement? Moi, je pense que non, mais c'est pas un. Non, mais c'est vrai. T'as raison. Je veux juste réclamer la parole avant tout. Non, ça marche pas comme ça. Juste pour vous dire que la Ve République est en train d'évoluer. La Ve République, elle était faite pour avoir une majorité absolue. Elle a évolué depuis 2022, où on a une majorité relative, et là on est en pleine évolution. C'est-à-dire qu'on va connaître, il va falloir faire de ce point de vue-là, oui, sans doute. Il va falloir faire ce que nos amis et nos alliés à l'extérieur savent bien faire, des coalitions. Il va falloir travailler sur des coalitions pour faire avancer le pays. Mais je me pose la question suivante, c'est que si le RN est dans l'opposition, si LFI est dans l'opposition, mais il n'y a toujours pas de majorité absolue.
Et donc il y a des missions. Et donc il va y avoir un problème. Quant au gouvernement de techniciens, je ne sais pas ce que c'est. Un gouvernement de techniciens, ça ne doit pas exister, ça n'existe pas. On ne peut pas avoir un technicien, par exemple, au ministère de l'Intérieur. Il y a des initiatives politiques à prendre. On ne peut pas avoir un gouvernement de techniciens au ministère de l'économie et des finances. Il y a des initiatives politiques à prendre, à faire voter les budgets, etc. Ça n'existe pas, un gouvernement de techniciens. Pas en France en tout cas. En Italie, oui, en Belgique aussi. Avec nous, Frédéric Durand, journaliste et directeur de la revue L'Inspiration Politique. On a l'impression que s'il n'y a pas de majorité, ça va être le gros foutoir, pour rester poli. Oui, c'est un peu le chaos, mais je ne vois pas comment effectivement Emmanuel Macron pourrait réussir avec 80 ou 100 députés ce qu'il a échoué avec 250, parce que cette majorité, il a cherché. Cette coalition, il la cherche depuis longtemps. Il ne l'a pas réussi aujourd'hui. S'il s'agit de montrer les muscles, il n'y a plus de muscles. Donc c'est aussi un tel déni de réel pour en arriver là, pour Emmanuel Macron, qui a cru dans une sorte de pensée magique qu'il pouvait encore l'emporter grâce à son charisme ou je ne sais trop quoi. Ensuite, je pense qu'il y a une autre option. Parce qu'entre le gouvernement de techniciens à la Mario Draghi et le gouvernement, on va dire, intérimaire, qui ne proposerait plus rien, plus aucune réforme, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que si vous avez un gouvernement... Assurer l'intérim, tout simplement, c'est ça. Si vous avez un gouvernement qui fait plus passer aucune loi, c'est le gouvernement intérimaire. On le met en place, il gère plus que les affaires courantes. Mais le gouvernement de technicien, entre guillemets, lui, peut faire passer des réformes, y compris des réformes impopulaires, parce que personne n'en prendrait la responsabilité. Donc, il pourrait y avoir effectivement une option de... On trouve une sorte de figure sur laquelle tout le monde peu ou prou s'entendrait, et on ferait passer des choses que personne, en tant que parti, ne voudrait faire passer, des réformes extrêmement impopulaires. Donc il y a encore cette voie-là. Dans tous les cas de figure, moi je crois que quelle que soit la voie qui est choisie, je vois mal moi aussi quel groupe pourrait être majoritaire aujourd'hui en réalité. Mais quelle que soit la voie choisie, ça sera une forme de chaos et ça va être une forme de colère des Français qui va être entretenue pendant un an. Donc, parce que le plus probable serait une dissolution au terme de ce chaos dans un an. Mais je pense que ça va générer encore beaucoup de colère de cette France périphérique décrite par Christophe Guilluy, parce que je pense que c'est une non-solution. Exactement. Mais c'est très intéressant. Jean-Michel. Frédéric, est-ce que... Jean-Michel, pardon. Allez vite, on est dans le bas. Mais il a pris l'habitude de parler maintenant. C'est intéressant ce que dit Frédéric Durand dans la définition effectivement du gouvernement de techniciens. Faire passer des choses qui ne seraient pas passées au niveau politique. Mais après, il faut les faire voter, ces choses-là. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que même si on a un gouvernement pour faire passer des choses qui sont impopulaires et dont on a besoin, il faut trouver une majorité. Philippe Bilger. Allez-y. Philippe, allez-y. Dans le micro. Frédéric, est-ce que paradoxalement, cette grande coalition, si elle était mise en œuvre et si elle était possible, ne ressemblerait pas à ce que Emmanuel Macron voulait faire avec son ni gauche ni droite? Au fond, ça pourrait être la traduction de ce qu'il a voulu et qu'il n'a pas pu faire. Mais parce qu'il y a des accords de fond, c'est sa fameuse fédération de projets. Il parlait avant la dissolution de fédération de projets. Je pense qu'effectivement, sur quel sujet allez-vous trouver suffisamment de monde avec vous pour voter? À peu près aucun. En tout cas, sur les sujets sociaux. Il peut y avoir quelques sujets sociétaux sur lesquels, allez, on se met d'accord. Mais sur les sujets sociaux, et en premier lieu, la retraite, la réforme de l'assurance maladie, la réforme du chômage, il n'y a rien sur lesquels il pourrait aujourd'hui obtenir une majorité. Et puis, qui va vouloir aller sur le Titanic? Qui va vouloir donner... mais pourquoi on pose la question dans ce sens? Il n'y a aucune raison que... Mais bien sûr, mais je comprends qu'il la pose dans ce sens, Philippe Bilger, mais la réalité politique n'est pas celle-là. Vous ne pouvez pas demander... Vous aurez 190 ou 200 députés du nouveau Front Populaire, d'accord, dimanche soir. Vous aurez 250 députés, en gros, à la louche, du Rassemblement National. Vous aurez 80-90 députés de la majorité, donc, comme le dit Frédéric, c'est un désastre pour Emmanuel Macron. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que ce soit le RN d'un côté ou le Front Populaire de l'autre aille servir de béquille à cette majorité? Donc, la réalité, c'est que soit on trouve une force qui n'est pas une coalition. Moi, je ne crois pas du tout à la coalition, c'est-à-dire c'est la gauche qui envoie, par exemple, un Premier ministre avec des majorités de projets sur des textes et pas un gouvernement de coalition. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux choses différentes. Soit, qu'est-ce que vous voulez? Emmanuel Macron, il est condamné. Je reprends la phrase merveilleuse de Pierre Mazot de l'autre jour. Bon, allez, on lui laisse 2 jours pour réfléchir, mais à la fin, il démissionne. Allez, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? On part au standard, les amis. 0826 300 300 avec Raphaël qui nous appelle de Cachan. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Raphaël. Oui, bonsoir les vrais voix. Bon.
Ah, j'adore, les vrais bois, il est chantonnant. C'est beau, Raphaël. On vous écoute. Écoutez, alors effectivement, le cataclysme qu'a provoqué le président Macron se poursuit. Néanmoins, je suis pas forcément d'accord avec le scénario négatif que tout le monde prévoit. Il y aura nécessairement des coalitions sur les textes principaux. D'accord. Voilà. Je pense que il n'y aura pas forcément de coalition, enfin un gouvernement de techniciens, mais néanmoins sur les sujets de fond, il y aura effectivement des éléments de coalition. Mais c'est super ce que vous dites, parce que c'est exactement la nuance que je mets. Il faut arrêter de parler de coalition. Il s'agit pas de faire un gouvernement avec des gens qui iraient de chez Horizon, si tu veux, à Philippe Poutou. C'est soit le RN a la majorité absolue, ou alors il a la relative et il trouve des majorités sur des textes, soit Emmanuel Macron est obligé de demander à la gauche de constituer un gouvernement. Ça veut pas dire qu'il y a Horizon, etc. Et on trouve des majorités sur des textes. C'est une grande nuance. Il faut arrêter de se faire enfumer par l'Élysée qui nous ressortent en même temps sous une autre forme. Et puis, il te sert pas participer. Il te sert, mais pourquoi LFI veut pas? Je vais te dire pourquoi LFI veut pas. Battez-vous, Jean-Michel Fauvergue. Non, mais pourquoi LFI veut pas? Parce que LFI veut la démission d'Emmanuel Macron, parce qu'LFI veut une présidentielle anticipée. Arrêtez de monopoliser, François. Comment s'appelle notre auditeur qui a cette voix si Raphaël. Oui, de Cachan. En fait, ce que dit Raphaël, il a entièrement raison, et c'est ce qui se passe depuis le début. Rappelez-vous, c'est ce qui se passe depuis 2022. Il y a eu des majorités de coalition qui se sont faits sur certains textes, et donc ça va continuer. Et là, ça va être continué d'autant plus fort que s'il y a ces majorités-là pour s'opposer au Rassemblement national, eh bien les gens peut-être mettront sous le tapis leur querelle personnelle pour pouvoir arriver à des résultats. À la rentrée, il y a un budget à voter. Oui, Raphaël, rapidement. Alors effectivement, le RN, contrairement à ce que l'ensemble de la classe médiatique et politique le dit, c'est un parti qu'on appelle un catch-all party. Donc en sciences politiques, un parti attrape-tout, et qui conditionne effectivement l'ensemble des colères ou des ressentiments des personnes. Ce n'est pas du tout un parti d'extrême droite. Donc le fait que la classe médiatique accentue cette caractéristique de le qualifier d'extrême droite, va amplifier les éléments pour ce vote. Bougez pas, Raphaël. Frédéric Durand. Moi, il y a quelque chose qui me paraît assez concret. Il y a un budget à voter à la rentrée. C'était déjà compliqué. Il fallait sortir des tonnes de 49.3 pour arriver à... Et on parlait de motion de censure. À peu près à quelque chose. Là, je voudrais savoir, dans le monde idyllique que vous semblez les uns et les autres décrire, je voudrais savoir comment on fait concrètement. Ça veut dire, moi je veux bien les projets à la carte, allez, ça, oui, allez, ça, on a trouvé une majorité. Mais non, ça va se passer qu'il va y avoir un durcissement des positionnements, à mon sens, et que ça va être totalement ingouvernable. Donc ça veut dire démission. Non, mais il y a quelque chose qui va être le réel, va le rattraper, Emmanuel Macron, dimanche soir. Allez, 0826 300 300, notre auditeur du jour. Pascal est avec nous. Pascal, vous vouliez réagir? Oui, en fait, on va assister une fois de plus, de tous les côtés, à des mariages de carpe et de lapin. C'est-à-dire que on va à gauche, on va marier de Poutou à Hollande. Et à c'est droite, déjà fait. Oui, mais si vous voulez, Poutou à un moment donné, on parle de politique, mais à aucun moment on parle de nous. Nous, retraités, nous. On parle pas de la civilisation non plus. Quelle civilisation on veut à gauche, quelle civilisation on veut à droite, parce que ça c'est important. Et ça a motivé le vote de beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se reconnaît plus dans ce qu'on nous propose. Voilà. Donc, alors après, c'est sûr qu'il va y avoir des alliances et c'est obligé. Qui aura la majorité? On s'en fout. Comme comme l'histoire est un éternel recommencement, ça va repartir comme dans la 4ème République avec la SFIO et tout le machin. C'est vrai. Oui, ben voilà, ça va être ingouvernable et puis il faut regarder le film. Parce que c'est terrible, parce qu'en fait, les gens qui sont allés massivement voter alors qu'ils n'y allaient plus auront voté pour rien. Parce qu'en réalité, parce que le sentiment, c'est que alors peut-être que si vous avez raison, tant mieux qu'on arrive à voter des projets, etc. J'y crois pas 2 secondes. Mais si ça n'est pas le cas et que la France est bloquée, les gens seront retournés massivement aux urnes
pour rien. Je crois pas que ça va se jouer comme ça. C'est-à-dire que tu peux pas dire, Frédéric, tu peux pas dire que les gens ont voté pour rien. Moi, je veux bien qu'on explique qu'il y a une marée RN, mais il y a une marée aussi pour contrer le RN. Donc ça veut dire que les gens, ils ont des convictions. Moi, je veux bien qu'on me dise, oh là là. Un petit mot, les amis. Un petit mot sur ce qu'a dit Marine Le Pen ce matin chez un de nos confrères, justement, qui dit qu'Emmanuel Macron, qui envisage, même si le peuple s'exprime pour donner la majorité au RN, elle dit ce sera un coup d'État administratif. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est sur les nominations. Oui, bien sûr. Oui, ça, c'est autre chose. Moi, je crois pas du tout à ça. Je crois que, effectivement, que Marine Le Pen le dise pour prévenir et parce qu'elle a peur qu'il se passe des choses trop rapides dans le dos des gens. Ok, je crois pas ça. Moi, je crois et je répète que le pays risque d'être bloqué en termes de réforme. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont continuer, évidemment. C'est une énorme machine, l'État. Donc, ça continue, même s'il n'y a plus personne à sa tête. C'est Goldorak, vous savez, à l'intérieur. Voilà. Donc, ça va continuer. Sauf que les gens, comme ils vont voir aucune de leurs aspirations satisfaites pendant tout ce temps, alors qu'ils sont retournés massivement aux urnes, ils auront l'impression d'y être allés pour rien. Ça va être encore désastreux. Parce que moi, je pense ça, mais je comprends pas pourquoi ils ne verraient aucune sera voté pendant un an. Jean-Michel Fauvergue. Je ne crois pas du tout. Moi, sur le coup d'État administratif, j'y crois pas non plus. Je pense plutôt qu'il y aura un coup d'État au niveau des juges et des cours suprêmes, mais on en parlera tout à l'heure. C'était pour faire une petite digression. Une autre chose qui me semble importante, parce que ce que dit Françoise, on l'entend souvent, c'est-à-dire il faut qu'il démissionne, et en disant ça, on pense que il va y avoir une élection, un président va être élu, qu'il va avoir sa majorité absolue après, et que les choses vont rentrer dans l'ordre. En fait, non, on a changé d'air. Cette 5e République a changé complètement. Et il va falloir s'y habituer, des coalitions à faire, quel que soit le président qui va être élu, et il y a un risque de ne pas avoir de majorité absolue. Je tiens vraiment à préciser que je ne souhaite pas qu'on en arrive là. Mais à un moment donné, quand vous êtes dans une équation impossible, et Frédéric, je le rejoins sur la seule heure de vérité. Mais la seule heure de vérité, c'est le budget. Vous le votez ou vous le votez pas, le budget. Un 49-3. Mais tu peux avoir 14-49-3. À 80, c'est dur. Mais tu peux pas. Tu peux absolument pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le président qu'il est en vie ou ça pas. veut dire que la 5e République est morte. Oui, ça veut dire que comme elle était taillée pour une majorité absolue, elle est morte. Bien sûr qu'elle est morte. Allez, on va sonner la fin de ce débat, Frédéric Durand. Je propose que vous restiez pour le qui c'est qui l'a dit. Tiens. Oh non, il est très doué. Non, mais très bien. Allez, bougez pas. On va vous expliquer en antenne avec Pascal qui est avec nous. Il en faut un. À chaque fois, on ajoute des rivaux. Il faut qu'il y ait un gagnant ou une gagnante et des perdants. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe David, avec une famille qui s'agrandit, Philippe. Oui. Pourquoi Frédéric Durand, il est comme un poisson dans l'eau. Vous avez vu comme vous me répondez, oh oui. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes un peu bizarre. Oui, il est bizarre. Je pense que c'est les rayures en fait. C'est les rayures, c'est un problème. Les rayures vous tapent sur le système. Une gouaille un peu vulgaire. Ah oui. Vous arrêtez de l'attaquer comme ça. Je le défends pour une fois, il n'a rien fait. Quand il fait des blagues débiles, on a le droit quand même de tous lui taper dessus. Mais là, il est gentil, il est mignon. C'est justement parce qu'il n'en a pas fait. Non, mais je vais faire comme vous, je vais faire oui. Je suis entouré de fous, chers auditeurs. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai rien dit. Oui, peut-être. Non, mais vous savez quoi? Je vais faire récupérer le son. Ah oui. C'est pas mal. Mets-le en jingle. Ça va être très sympa. Vous voulez des spaghettis? Ah oui. Allez, Frédéric Durand est avec nous puisqu'on l'a gardé. Vous êtes avec nous, Pascal? Oui, je suis là. Très bien, écoutez, moi je dis, Pascal, lancez le jingle, allez-y. Allez, en avant, on lance le jingle. Ah, il est excellent. Les vraies voix Sud Radio, le quiz des Bravo, Pascal. J'adore. Allez, c'est une question qui c'est qui l'a dit. Écoutez bien, Pascal. 3 points sur la dissolution. Emmanuel Macron est évidemment le grand responsable de ce chaos et il le paye. Pascal. Mélenchon? Non. Bompard? Non. Pardon. Le maire? Non. Xavier Bertrand? Maire de grande ville. Benoît Payan? Non. Muselier? Non, Wauquiez n'est pas maire. Non, il est maire de grande ville. Très grande ville. Très grande ville. Bonne réponse. Hidalgo. J'avais compris de la ville de grande ville. Moi. Ouais, non, tu veux de grande ville. Je sais même pas où c'est grande ville. Là, on est en train de perdre l'auditeur, je vous le dis tout de suite. Qui l'a dit à 3 points?
Si j'ai un LFI dingo, wokiste et antisémite, oui, je pourrais voter pour un RN, à condition qu'il ne soit pas sous curatelle ou un ancien observateur des élections russes. Pascal. C'est drôle. C'est pas l'invité de ce matin? Si, et c'était... Alors, on peut vous donner... Juvin. Juvin. Bonne réponse de Pascal, on lui donne. Hein. J'ai dit, c'est drôle. C'est extrêmement drôle. C'est très très vous écoutez ce matin. Qui c'est qui l'a dit de 3 points sur une cohabitation Macron-Bardella? Les institutions résisteront à tout parce que le général de Gaulle avait le génie des situations historiques. Ciotti? Non. Alors là... Retailleau? Non. Larcher? De Villepin? Non, c'est encore un maire de grande ville. Enfin, même plus grande que Paris. Hein. C'est pas Payan? Non, Xavier Bertrand. Non. Estrosi, Lisnard. Attention, il a pas de bol. Le maire du Mans. Non, c'est bol. Il a pas de bol, il a pas de chance. Mais qu'est-ce que c'est ces trucs? On est mauvais comme des cochons. C'est dans les vieux qu'on fait les meilleures soupes. Dans les vieux Pourquoi bol alors? Pourquoi bol? Bol, il a pas de bol. Il a pas de bol. C'était combien de points ça? C'était combien de points? Ça les vaut pas. Alors que Philippe David aurait fait oui. Non mais ça les vaut pas 3 points, c'est la honte pour moi. Eh bien écoutez, il y en a encore 3 à prendre. Qui c'est qui l'a dit, Pascal? Dans le Calvados, le nouveau Front Populaire se range derrière Elisabeth Borne au second tour. Madame 49.3 et retraite à 64 ans est devenue un rempart contre le RN. Voilà comment les politiciens de gauche écœurent les travailleurs. Pascal. Ah, je sais qui c'est. Pascal. Marion? Non, à vous. Non. C'est Benjamin. Non. Sophie Binet. Elle s'est présentée à la présidentielle. Tondelier? Pécresse? Non. Marine Le Pen? Non. Nathalie Arthaud. Bonne réponse. Bien sûr. Je l'ai vu passer en tweet. Mais on l'oublie. Mais c'est vrai qu'on n'oubliait pas Arlette. Non, mais je crois que c'était Arlette. Non, c'est fini le jeu. attendez, Pascal, la dernière, et ça c'est pour Philippe Billiger. Question, qui c'est qui l'a dit 2 points sur le barrage anti-RN? C'est le mariage de la carpe et du hérisson. Bernard... Non, Philippe, Pascal. C'est moi qui l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais vous avez repris quelqu'un de plus connu. Retailleau. Xavier Bertrand. Non. Marlex. L'autre. Non, Marlex, ça existe plus. Non. Mais il est coiffé comme Philippe David. Juppé. Édouard Philippe. coiffé comme Juppé. Édouard Philippe. Olivier Hardy. Non, mais vous plaisantez ou quoi? C'est le patron des LR. Ah, Ciotti. Jean-Michel Fauvergue. Non, mais il peut pas avoir 3 points avec ça. Non, c'était que 2. Ah, c'est qui a gagné? Ah, mais François, c'est vous. Il suffit que François. Non, c'est pas vrai. Il suffit que Françoise. Pascal parlait. Pascal, vous disiez quoi? On teste et voilà. Vous disiez. Oui, vous parlez. C'est moi qui ai gagné. Bah oui, c'est Pascal qui a gagné. Il est très fort, c'est Pascal, je l'adore. Et je vous dis un grand oui. Ah ben ça faisait longtemps qu'on m'avait pas dit ça. Très bon. Merci beaucoup Pascal. On vous fait d'énormes bisous. Merci d'avoir joué avec nous. Moi aussi. À très bientôt. Prenez soin de vous. Et merci beaucoup Frédéric Durand, journaliste et directeur de la revue L'Inspiration Politique. Dans un instant, une petite dizaine de minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger. Pas de la chance. Françoise de Gaulle. Le look d'Emmanuel Macron qui ridiculise partout dans les journaux. Jean-Michel Fauvergue. Moi, je vais poser la question si les cours suprêmes sont un rempart pour la démocratie ou si elles s'y opposent. Ok, allez, c'est dans un instant. Soyez les bienvenus, les vraies voix, jusqu'à 19h. Et dans quelques instants, mon coup de gueule, la France a peur. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est tellement content de vous avoir et tellement content d'avoir ces auditeurs qui ont tellement d'humour aujourd'hui. Et depuis quelques temps, vous lâchez, c'est bien, on aime bien. Philippe Bilger était avec nous, Françoise de Gaulle, Jean-Michel Fauvergue. Et vous, au 0826 300 300 avec Philippe David, bien entendu. Ça va, mon Philippe? Oh bah ça va très bien. Mais vraiment très très bien. Ah oui, très bien. Et c'est tout? Ça va très 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 bien. C'est pas ça va bien. Non, ça va très 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 bien. Vous gagnez du temps là, c'est ça? Très. Moi aussi, ça va super bien. Et vous, Philippe Bilger, ça va bien? Moi, ça va bien. Faites-nous un oh oui. Mais je ne sais pas faire. Oh si, Philippe, vous allez le faire, c'est pas grave. Allez, on y va. Oh si. Allez, on y va. Moi, on me demande pas si ça va bien. Ça va, merci.
La France a peur, avait dit Roger Giquel, présentateur vedette du 20h de TF1 après l'assassinat du petit Philippe Bertrand par Patrick Henry. Une formule qu'on pourrait répéter aujourd'hui avec beaucoup plus de raison quand on voit les attaques au couteau se multiplier partout en France et ce, depuis des mois. Ce week-end encore, 2 jeunes rugbymen de 19 et 20 ans ont été poignardés après une altercation en boîte de nuit au Sables-d'Olonne par des racailles. Le jeune de 20 ans touché au foie et opéré 3 fois est en pronostic vital engagé. Les Sables-d'Olonne, paisible station balnéaire du littoral atlantique où l'ensauvagement est aussi présent puisqu'il n'épargne désormais plus aucun kilomètre carré de notre territoire. Aucun kilomètre carré puisque hier soir, à l'autre bout de la France, dans le 15e arrondissement de Marseille, 3 hommes âgés de 19 à 30 ans ont été poignardés après avoir accroché, ou bien, été percutés sciemment par un véhicule. 2 des 3 victimes sont en pronostic vital engagé. Sans oublier un autre jeune homme retrouvé dans une étendue d'eau à Arles, lardé d'une vingtaine de coups de couteau ce week-end. Les Sables-d'Olonne, Marseille, Arles, après Thomas, 16 ans, tué au couteau à Crépol, après Timothy, 19 ans, tué au couteau à Villeurbanne, après Mathis, 15 ans, tué au couteau à Châteauroux, sans oublier Bordeaux, Souffelveillersheim, Schiltigheim ou encore Saint-Maur-des-Fossés, où ces dernières semaines, des hommes ont été morts, tués, victimes de coups de couteau. La France a peur comme j'ai peur. Peur car dans l'impossibilité de me défendre à armes égales en cas d'agression, car, comme toute personne honnête, je n'ai pas d'arme de défense sur moi. Peur pour mes proches qui, pour un regard ou une cigarette qu'ils n'auraient pas, peuvent passer de vie à trépas. Peur et révolte car les coupables de tels actes ont des peines de prison toujours faibles, voire très faibles, quand il s'agit de mineurs, alors que s'ils sortent armés d'un couteau, c'est pour tuer, pas pour se faire les ongles. Gérald Darmanin avait raison quand il parlait d'ensauvagement, un ensauvagement que malheureusement son collègue Éric Dupond-Moretti a toujours refusé de regarder en face, un ensauvagement que les Français payent au prix du sang. Moi, je crois profondément que la France, au quotidien, devient ensauvagée. Mais il faut bien être conscient que la manière intelligente et émotive dont vous avez coagulé un ensemble de choses extrêmement graves donne véritablement l'impression que notre territoire est un enfer au quotidien, ce qui évidemment n'est pas vrai. Oui, moi je suis pas tout à fait d'accord parce que vous faites une liste, un inventaire à la Prévert tout à fait morbide et vous avez raison, mais vous mélangez aussi des choses. Je ne sais pas quelles sont les raisons pour lesquelles on trouve quelqu'un lardé d'un coup de couteau dans un étang et la façon dont Mathis est tué ou les rugbyman. Je veux dire, ça crée. Moi, ça me gêne beaucoup, Philippe. À chaque fois, je vous le dis, mais ça me gêne beaucoup cet empilement et ce manque de nuances parce que vous envoyez quelque chose. Moi, je ne nie absolument pas qu'il y a une violence, etc. Mais est-ce que vous connaissez ces affaires? Est-ce que vous savez quelle est la commune mesure entre la liste et les gens que vous avez donnés, les raisons pour lesquelles on se bat? On s'est toujours battu au coup de couteau de toute façon entre bandes, mais si, bien sûr, au coup de couteau ou à la cage. On a un invité là-dessus. Voilà, moi je suis un peu, je n'aime pas cette façon d'empiler les choses. Jean-Michel Fauvergue. Je pense qu'on peut être d'accord sur une chose en tout cas, c'est qu'il y a une violence qui augmente, il y a une désinhibition face à cette violence-là et les affaires de coups de couteau augmentent aussi. Et la problématique qu'on a, c'est une problématique de justice aussi dans ce domaine-là. Et Yannick Moreau est avec nous, maire d'hiver droite des Sables-d'Olonne. Monsieur le maire, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. On va revenir bien entendu sur ce terrible drame encore qui a secoué votre commune. Qui la secoue encore. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un moment difficile pour les Sablaises et les Sablais. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de douleurs contenues. Au moment où on parle, on ne sait pas d'ailleurs tout à fait si les 2 jeunes victimes vont pouvoir s'en sortir toutes les 2 et sans séquelles, quoi. Est-ce que c'est de plus en plus courant, malheureusement, chez vous, dans les alentours? Est-ce que vous sentez que la violence est plus prégnante qu'avant? Non, franchement non. La Vendée est un territoire paisible, plutôt à l'écart des tensions et des humeurs des grandes villes et des banlieues. Mais on n'est pas du tout habitué à ce genre de phénomène-là. Et là, c'est une violence barbare en réalité, parce que des jeunes de 20 ans qui sont poignardés, c'est barbare. Et c'est ça qui choque, parce que c'était 2 jeunes de familles sablaises bien implantées, bien connues, 2 jeunes sportifs très impliqués dans leur club, et donc il y a beaucoup d'émotions de voir que nos enfants
peuvent, à la sortie d'une boîte de nuit, dans une ruelle au petit matin, vivre ce type d'agression criminelle. Monsieur le maire, pour suivre un peu la question de Cécile de Ménibus, j'avais l'impression, mais vous nous avez déjà un peu rassuré, que les Sables d'Olonne, depuis quelque temps, étaient le lieu d'affrontement, de choses, de violence. Vous confirmez que ça n'est pas le cas, que l'impression que j'ai est fausse? Donc globalement, on a la chance d'échapper à la déliquescence du niveau de sécurité dans notre pays au Sables d'Olonne. D'abord parce qu'on s'est donné les moyens de le faire en renforçant considérablement les moyens de la police municipale et en développant les caméras de vidéoprotection qui sont d'ailleurs intervenues ce soir-là et cette nuit-là et dont les images ont été transmises à la justice pour que justice soit faite dans les meilleures conditions et le plus sévèrement possible et dans les meilleurs délais. Françoise Devoix. Monsieur le maire, est-ce que, moi j'imagine le choc que ça doit être, en plus c'est des gamins que vous connaissez tous, c'est très très dur. Est-ce qu'on a les circonstances en réalité exactes et la raison de cet affrontement? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? L'enquête est en cours. Je suis pas habilité à donner des informations. Dessus, et je voudrais pas nuire au bon déroulement de l'enquête, si vous voulez. Et puis il faut se méfier des rumeurs qui suivent les vagues d'émotions d'un drame comme celui-là. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que on a des éléments vidéo qui sont au service de la justice et qui, j'espère, vont permettre l'interpellation et la condamnation rapide des auteurs. C'est bien. Jean-Michel Fauvergue. Oui, je crois que le maire l'a dit et tout à fait bien. Je pense que si on veut avoir un peu plus de sécurité, il faut travailler aussi au local. La sécurité, elle commence par le local. Police municipale, caméra. La caméra, elle sert à titre préventif, mais elle sert aussi de preuve. Et c'est ce qui se passe là aujourd'hui à ce titre-là. Et puis travailler en coordination police locale et police municipale. Mais ce qu'il y a de difficile aujourd'hui à accepter, c'est cette disproportion de la violence, cette violence sans raison, et ça dépasse l'entendement. C'est ça qui nous met dans un état comme ça, et c'est pour ça aussi qu'on a les votes que l'on a aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, je dois dire que depuis une trentaine d'années, y compris nous, et je le prends pour moi quand j'étais dans la majorité, on est passé à côté, et c'est pas faute d'avoir fait des suggestions. Hein. Merci beaucoup, monsieur le maire Yannick Moreau, maire d'hiver droite des Sables d'Olonne. Et puis, bien entendu, toutes nos pensées vont à la famille aux deux familles. Et bien entendu, au rugbyman. Merci d'avoir accepté cette petite interview. Vous restez avec nous. Les Vraies Voix, ça continue jusqu'à 19h. Dans un instant, le tour de table de l'actu des Vraies Voix avec Philippe Bilger. Trump a eu de la chance. Avec Françoise Devoix. Les habits et les fringues du président de la République. Et vous, Jean-Michel Fauvergue? Les cours suprêmes, rempart ou opposés à la démocratie. On vous souhaite la bienvenue. C'est les Vraies Voix jusqu'à 19h, 0826 300 300 avec Aude qui vous attend. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Comment résumer, chers amis, une émission après 1h20 de discussion, de débat? Eh ben, je n'aurai qu'un mot à vous dire. Oui. Si vous avez raté cette séquence, je vous invite bien entendu à la réécouter sur notre compte X, Les Vraies Voix, et vous allez écouter la qualité et l'humour de nos auditeurs qui est vraiment exceptionnel. Allez tout de suite, le tour de table de l'actu de nos Vraies Voix avec Philippe Bilger, Françoise Devoix et Jean-Michel Fauvergue. Oh, dites, vous avez envoyé les actualités, vous venez les voir dans la cabine? Tenez cette table-là. Et ben tout le monde l'appelle la table des chevaliers. Ah bon? Une fois, il y a un type qui l'a appelé la table des deux connards. Mais je sais pas s'il nous avait reconnu. Le tour de table. De l'actualité. Les messages subliminaux, j'adore. Merci Maxime, notre réalisateur, qu'on adore. Et Philippe Bilger, Trump est un homme chanceux. Oui, Donald Trump a bénéficié d'une décision de la Cour suprême qui, en gros, décrète qu'il ne peut pas être poursuivi pour les actes officiels de sa présidence, en donnant une définition extrêmement large des actes officiels. Cette décision est d'autant plus choquante que dans la Cour suprême, il y a 6 juges conservateurs, dont 2, en réalité, n'auraient même pas dû siéger par intégrité et déontologie, dans la mesure où ils étaient directement impliqués dans l'affaire qu'ils avaient à juger. Et donc Trump voit sa voix se dégager sur ce plan-là.
Françoise Degois. Oui, j'ai beaucoup de mal avec cette décision. Bon, elle est ce qu'elle est, voilà, c'est la Cour suprême. On sait très bien que la Cour suprême est devenue une instance éminemment politique aux États-Unis avec les 2 dernières nominations qui dépendent de Donald Trump. Voilà, les ressorts de la tragédie, entre guillemets, sont remontés aux États-Unis parce que c'est pas le problème de Trump qui gagne ou pas, c'est l'effondrement des démocrates, c'est le cataclysme, si vous voulez, Biden. C'est vraiment, ça représente un pays complètement fracturé, coupé en deux, la plus grande démocratie, plus cette Cour suprême avec des gens qui sont juges et partis à l'intérieur. Voilà, nous avons quand même un tableau, quand on regarde le tableau européen, pas simplement français, hein, le tableau européen, le tableau américain, on a quand même une année 2024 extrêmement dangereuse, une grande dangerosité. Je ne mets pas de signe politique, c'est extrêmement dangereux parce que on sent quand même que la démocratie est enfoncée sur beaucoup de fronts. Jean-Michel Fauvergue. La Cour suprême aux États-Unis, une instance politique, nous disait Françoise à l'instant. Il est devenu en fait. Il est devenu, oui, tout à fait. Est-ce qu'elle est seulement aux États-Unis? Réponse, quand je prendrai la parole dans mon tour de table. C'est fort. Non mais quand même, ce policier est intelligent. Je n'ai pas dit que les autres ne l'étaient pas. Non. J'ai dit ce policier est intelligent. C'est un grand flic. Alors, il y a 2 solutions. Ou on lui fait faire tout de suite, ou on attend après la pub. Et en attendant, c'est Françoise Degois qui est très... C'est mieux parce que ça fait plus... J'attends d'attendre vos arguments. Allez-y, justement, votre tour de table. Je vais faire un truc à... Justement, pour rebondir, alors, Philippe vient d'expliquer cette décision de la Cour suprême et qui rejette d'ailleurs une décision d'une cour d'appel fédérale qui condamnait Trump, et il s'en sort bien effectivement. Donc c'est une décision politique, éminemment politique. En Argentine, c'est arrivé de la même manière. Javier Milei s'est heurté à la Chambre nationale du travail qui a suspendu provisoirement une partie de ses décrets d'urgence sur l'économie. Bon, tout est rentré dans l'ordre parce qu'en juin, le Parlement est passé au-delà et a voté contre cette Cour suprême. Mais en France, qu'en est-il? En France, on a 5 cours suprêmes. En fait, en réalité, 2 nationales, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, 2 internationales qui sont la Cour européenne la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme. Et elles rendent de temps en temps quelques avis qui sont un peu particuliers. On se souvient de l'aide juridictionnelle des étrangers il y a quelques semaines concédée par le Conseil constitutionnel, les étrangers en situation irrégulière qui ont été concédés par le Conseil constitutionnel. Le Conseil d'État en 2021 a condamné l'État pour inaction climatique sur réquisition de la commune de Grand-Sainte et des habitants de cette commune-là. Et la CEDH, elle a estimé que la protection des étrangers, même dangereux, prime sur l'ordre public et la sécurité des États nationaux. Donc c'est des décisions qui vont dans le sens des individus, mais au détriment des États. Donc on se pose la question de savoir si le Rassemblement national devait avoir une majorité et si il devait mettre en œuvre son article 11 de la Constitution et le référendum sur l'immigration. Le président du Conseil constitutionnel, qui était Monsieur Fabius, s'est déjà prononcé contre. Que va-t-il advenir? Qui seront les plus puissants? Ceux qui auront été élus par le peuple, que l'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ou des juges qui vont s'opposer à des décisions de ce type-là. C'est un vrai sujet. Moi, je sais très bien la réponse, quelle est-elle. Je vois très bien la tendance du Rassemblement national, et pas simplement. Laurent Wauquiez disait la même chose. Rien. Il y a des choses qui doivent être au-dessus de la loi suprême. Eh bien non. La Constitution, c'est aussi la garantie de la démocratie. C'est très bien que vous citiez ces exemples, mais il y a des milliers d'exemples qui font que, effectivement, la démocratie est respectée par ces institutions. Je veux bien qu'on fasse que des focales sur ce qui nous dérange, mais la réalité, c'est que ce sont des contre-pouvoirs. Le pouvoir politique n'est pas chimiquement pur et n'est pas chimiquement, comment dirais-je, au-dessus de tout. Il y a le pouvoir politique et il y a la puissance de la démocratie qui est garantie par des institutions. J'entends ce que vous dites. Il y a des coups de boutoir qui sont mis de tous côtés par la droite et par l'extrême droite pour casser cette idée que finalement ces choses sont
obsolètes, elles ne le sont pas car elles nous garantissent la démocratie. Elles ont même réussi à protéger Éric Zemmour, que pourtant je déteste, la Cour européenne des droits de l'homme. Donc basta. J'aime bien la conception, et je le dis sans ironie, non mais vraiment très intégriste et très pure qu'a Françoise de l'état de droit, et je regrette de ne pas l'avoir à ce point-là. Vous l'avez eu à un moment donné. Je rejoins un petit peu Jean-Michel, je trouve qu'il y a des instances qui aujourd'hui, comment dirais-je, oublient dans leur délibération les attentes populaires. Et je crois que parfois c'est un peu gênant. rajouterai un malaise démocratique. Il faut faire attention sur le peuple et les attentes populaires. Attention, Philippe. Attention, on dépasse. Je rajouterais juste une chose. C'est passionnant. C'est d'abord que nous, des cours suprêmes, à mon avis, on en a trop, donc il faudrait voir comment on peut faire. La deuxième chose, c'est que elles ont des jurisprudences qui sont antagonistes. Quand le Conseil d'État dit quelque chose, le Conseil constitutionnel, histoire de le tacler, ça s'appelle la démocratie, Jean-Michel. Vous devriez vous en réjouir. Mais ça s'appelle une cacophonie. Non, je suis pas d'accord avec vous. Mais bon, moi je peux vous laisser. Avec des juges qui ne sont pas professionnels. Mais je peux vous laisser. Oui, enfin tous les gens qui siègent au Conseil constitutionnel, je rappelle, sont tous des anciens. Il faut arrêter aussi. Ils sont avec pas juges. Mais ce sont des gens. La démocratie, ils l'ont testé dans leur vie. Généralement, ils ont été soit président de la République, soit Premier ministre. Donc je veux bien qu'on raconte à peu près n'importe quoi. Ce qui n'est pas le cas. Mais ce qui n'est absolument pas le cas, par exemple, de la Cour suprême, puisque c'est pas des États-Unis. Donc ils ont testé. Le cinéma sur le peuple, le pouvoir du peuple. La plupart de ces gens-là connaissent. Non, ça c'est du populisme pur. Comment vous pouvez vous adonner à ça? Jean-Michel, Françoise, monsieur de la pub a quelque chose à vous dire. Bougez pas. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean-Michel Fauvergue. Jean-Michel Fauvergue. Monsieur et madame Fonfait ont une fille, sauf Fofi, parce que Fofi Fonfait. C'est vrai que t'es pas facile à dire, Jean-Michel Fauvergue. Qu'est-ce qui vous prend? Mais j'ai pas fait ça, Jean-Michel Fauvergue. Ça va bien, ouais. Philippe David, ça c'est mon précaré, c'est moi qui bafouille. Alors, chacun son travail, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, avec Jean-Michel Fauvergue, bien sûr, oui, Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Je ne sais pas. On a envie de s'amuser. Vous savez quoi? Dans ce moment, entre deux tours, on a envie de se détendre un petit peu. Ça fait du bien de rire. Françoise Degois. On peut faire un truc rigolo parce qu'on va pouvoir se moquer. On a le droit de se moquer de notre président. Vous avez le droit. Et alors, de notre président, et si vous voulez, pour moi, de la presse. Je vais me moquer autant du président que de la presse. Vous avez tous vu Emmanuel Macron, d'ailleurs caricaturé sur tous les réseaux sociaux en loupsi de l'agence Tourisque, avec en sorte de pré-ado bad boy, avec son costume en cuir, avec sa casquette, en train de déambuler dans les rues du Touquet. Bon, c'est tout à fait. Un costume en cuir, c'est une blouson de cuir. Oui, mais en plus, c'est bon, il a 10 000 euros de fringues sur lui, c'est ce que je veux dire par là. C'est pas un truc. Non, mais je veux dire, tout le monde a moqué. Il y a des papiers en Grande-Bretagne, dans le Guardian, dans des journaux très sérieux, en disant mais qu'est-ce qu'il arrive en fait à Emmanuel Macron? Je sais pas si vous avez vu la une de Il Manifesto, qui est l'équivalent du Monde diplomatique en Italie. Vous avez Macron, Veni, Vidi, Vichy. Donc la presse se déchaîne sur ce qui se passe en France, en fait, et se déchaîne sur ce président. Mais moi, je vais me déchaîner un peu sur la presse parce que le même Emmanuel Macron, il y a 7 ans, faisait le même cinéma, allait se promener dans les rues de Bagnères de Bigorre avec son blouson de cuir, était même en caleçon de bain avec Brigitte Macron au Touquet. Et la presse, en réalité, se pâmait pour ce jeune président qui était tellement moderne, qui était tellement américain, qui était tellement progressiste. Donc c'est très intéressant de voir en 7 ans comment cette presse, y compris la presse française, comment cette presse qui a été dans l'obséquiosité pour Emmanuel Macron pendant des années, qui a été dans une espèce d'obséquiosité, tout ce qui faisait était génial à l'internet. Cette presse-là, même française, et y compris étrangère, qui disait cet homme va sauver l'Europe, et se retourne totalement et finalement massacre un président qui a un peu vieilli quand même, qui est assez ridicule avec sa casquette de baseball et son blouson de cuir, mais le massacre de façon pour moi trop exagérée. Je vous trouve sévère là, Françoise. Sur la presse, pas assez.
Parce que, je veux dire, on peut comprendre qu'au début, il reste une espérance. À partir d'une attitude ridicule, le futur est aménagé. Tandis que là, ce que vous avez vu, je n'ai pas vu la scène, c'est la confirmation d'une attitude assez généralement manifestée. Donc Philippe, je réponds à ça, si vous voulez. Je veux bien qu'on se pâme pendant 3 mois. Je veux bien qu'on se pâme pendant 6 mois. Je veux bien qu'on se pâme pendant 2 ans. Mais c'est une pâmoison qui a duré quasiment 7 ans, jusqu'à la dissolution. Et même dans la campagne, vous avez la moitié de la presse qui a fait campagne pour essayer de réanimer cette majorité mourante. Donc, je veux dire, il y a quelque chose qui colle pas entre la presse et Macron. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, comment dirais-je, à la fois, même dans la fascination. On peut pas être dans la fascination pendant 7 ans et entre 2 tours tomber dans la répulsion. Jean-Michel Fauvergue. On vient de décrire l'inconstance de la presse, on le savait un peu quand même, et c'est pas uniquement envers Macron, c'est envers tout le monde. Je pense qu'à un certain moment, cette inconstance-là, elle est constatable sur à peu près tous les sujets. Il suffit d'attendre un peu, quoi. Pendant le Covid, il fallait même pas attendre. Hein. Je veux dire, du jour au lendemain, il y avait des situations différentes avec des hommes politiques, en général dans l'opposition, qui se ridiculisaient et qui. Mais de quoi vous parlez ? Pourquoi vous parlez du Covid ? Je parle du port du masque ou de l'absence du port du masque. Tout le monde a soutenu Macron pendant le Covid. De l'inconstance. Mais bon, après cette dissolution-là, effectivement, il y a une dissolution dont on peut se poser la question. Mais l'idée, c'était quand même de redonner la parole au peuple français. Et le peuple français est en train de se prononcer. Et ça, c'est quand même un vrai pouvoir de notre démocratie et il faut le respecter. D'accord, ok. Merci beaucoup. Non, mais bon, c'est la post-théorisation de la dissolution, c'est juste pas possible à entendre. C'est regardez à quel point il est génial. Il a, enfin, pas génial, mais il a redonné la parole. Enfin, je veux dire. Je vous ai pas dit ça. Je vous ai dit qu'à un certain moment, c'est bien. Vous pouviez attendre septembre pour la redonner la parole. Chacun son avis. Oui, bien sûr. C'est ça, c'est certain. Dans un instant, ses raisons, comme dit l'autre. Exactement. Dans un instant, le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, c'est une défaite pour lui au premier tour. Dans le Nord, face à un candidat RN, une ultime preuve que la France ouvrière peut-être se désengage du PCF, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que la gauche est victime de la stratégie Terra Nova qui disait qu'il fallait passer les classes populaires à la trappe pour leur préférer les minorités des quartiers populaires? Est-ce que l'abandon du social pour le sociétal explique ces déroutes électorales dans les ex-bastions de gauche? Et à cette question, le nouveau Front populaire peut-il reconquérir les classes ouvrières? Vous dites non à 90%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et nous avons le plaisir d'accueillir Luc Rouban, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que finalement les classes populaires se sont sentis trahis par la gauche? Oui. Ah ben voilà. Bon, on y va. On y va, comme vous dites. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue et merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait chaud au cœur. Plus les jours passent, plus finalement on se rend compte que nous avons une clientèle, une patientèle, parce que parfois vous avez envie de parler. Donc on est un peu des psys avec Philippe David, de plus en plus fidèles. Avec aujourd'hui Jean-Michel Fauvergue, Françoise Degois et bien entendu notre Philippe Bilger national, un peu le pilier de cette émission. On tourne autour. Il est toujours là, lui. Il est là. Il bouge pas. Il est bien, il rajeunit. Je rajeunis, je sais pas, mais... Si, vous rajeunissez. Bientôt, vous serez beaucoup plus jeune que Philippe David, pour vous dire. Et Roger Vitrac disait à son épouse, tu verras quand je serai jeune. Voilà, c'est très beau, très joli. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le Rassemblement national particulièrement puissant dans les Hauts-de-France, avec 12 candidats élus dès le premier tour dans cette région. C'est près d'un tiers des candidats RN et alliés d'ores et déjà élus sur tout le territoire. Beaucoup d'entre vous vont être déçus et par les résultats nationaux et aussi les résultats dans cette circonscription. Et c'est le cas dans la 20e circonscription du Nord avec la victoire de Guillaume Florquin. C'est un véritable camouflet pour le Parti communiste. Je vous dirais en quelques mots, battu mais pas abattu, je dirais même toujours debout.
Et Fabien Roussel, député sortant, n'a pas réussi à se qualifier avec à peine plus de 30% des voix. Le premier secrétaire du PCF est distancé de 20 points par le candidat RN, élu dès le premier tour. Et dernier exemple en date d'une lame de fond qui a vu le PCF perdre la plupart de ses bastions ouvriers ces dernières décennies au profit du Rassemblement national. Alors parlons vrai, est-ce que la gauche paye le fait de refuser de parler d'insécurité ou d'immigration? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, contrairement à il y a 40 ans, les prolos votent à droite et les riches à gauche? On le voit dans les votes des centres-villes. Et à cette question, le nouveau Front populaire peut-il reconquérir la classe ouvrière? Vous dites non à 91%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, Luc Rouban est avec nous, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et comme vous le savez, d'abord un petit tour de table de nos vraies voix avec Philippe Bilger. Il me semble, si vous me permettez cette appréciation personnelle, que j'ai regretté la défaite de Fabien Roussel pour une raison simple, c'est qu'au sein de cet univers de gauche et d'extrême gauche, il avait eu des propos parfois de droite qui auraient pu être en effet acceptés par des conservateurs. C'est les communistes que la droite adore. Mais au-delà de cela, tout de même, il a montré à quel point il était solitaire dans une certaine perception de la gauche. Et je ne crois pas. Peut-être qu'en effet, les classes populaires ont été négligées à cause de l'importance donnée au sociétal par rapport au social, mais je crois très banalement plutôt que les classes populaires, et comme je les comprends, sont naturellement angoissées d'abord par les problèmes du vivre ensemble, de tranquillité publique, de sécurité et de justice, et ça n'est pas fondamentalement les priorités de la gauche et de l'extrême gauche. Et là, je ne juge pas, je constate. Et donc, je crois que c'est peut-être l'explication fondamentale de cette désaffection. Fabien Roussel, il paye de toute façon la désaffection globale du Parti communiste. Il a réussi à le maintenir en survie de par sa figure charismatique et médiatique, mais c'est aussi le revers de la médaille. Quand vous êtes l'homme qui quasiment est caricaturé et aimé par une partie de la droite avec ses saillies sur les barbecues, c'est très compliqué. Mais c'est vrai de revenir. Mais c'est vrai, c'est très compliqué de revenir à ce terrain qui est âpre. Il faut voir qu'est-ce que c'est la circonscription Saint-Amand-les-Eaux. C'est très dur. Les gens ont une vie dure. Donc il y a le côté pour lui qui lui a permis, si vous voulez, d'exister, de marquer le point et de donner le sentiment que le Parti communiste existe encore. Et la réalité du terrain qui est que le Parti communiste, dernier point, c'est je m'inscris en faux sur les classes populaires. Nous avons maintenant tous les retours de vote de ce qui s'est passé dimanche dernier. 35% des classes populaires, des ouvriers et des personnes pauvres ont voté pour le nouveau Front populaire. Donc, j'entends bien ce qui est dit, Terra Nova, etc. Mais il faut vraiment arrêter, il faut vraiment travailler et regarder comment les choses se passent. Moi aussi, je pensais que les classes populaires avaient abandonné la gauche. La vérité, c'est que 35% des classes populaires ont voté pour la gauche dimanche dernier. Donc, il va falloir qu'on change de discours. Jean-Michel Fauvert. Pas non plus la majorité. Hein. Non, mais c'est beaucoup, 35%. Alors, ça fait très longtemps que ça nous était pas arrivé. 35%, c'est 35%. Non, mais ça fait très longtemps que ça nous était pas arrivé. Il en manque beaucoup. Bien sûr. Au bout du compte. Donc les autres ne votent pas pour ça. Non, mais c'est pas mal déjà. Oui, c'est pas mal, mais c'est pas assez. Je suis d'accord. Pendant que les autres font un raz-de-marée, justement un raz-de-marée qui s'explique par la problématique sur la sécurité, la problématique sur l'immigration, la problématique sur le manque de justice. Ça n'a pas été pour l'instant. On verra si les digues qui sont montées résistent, mais pour l'instant, ce premier tour, c'est ça. Et la problématique, c'est que effectivement, les classes populaires ont été, à mon avis, abandonnées. Elles ont été abandonnées pour des politiques qui sont des politiques folles, axées sur le communautarisme, axées sur les voix. Je parle de LFI en particulier. Mais ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir, les macronistes. J'adore. C'est quoi les... si je peux continuer à m'exprimer. Mais ça fait 7 ans que les macronistes sont au pouvoir. Ce que disait Françoise, pour le coup, elle disait tout à l'heure que Fabien Roussel, que moi j'aime beaucoup personnellement, la droite adore Fabien Roussel. Que Fabien Roussel avait fait une politique de droite. Mais non, Fabien Roussel disait, il a dit les mêmes mots que disaient Georges Marchais et François Mitterrand, par exemple, sur l'immigration, qui étaient des mots très durs, parce que ces mots-là correspondaient déjà à cette époque-là à leur électorat. Et donc il aurait dû être réélu dans sa circonscription. Donc vous n'êtes pas logique. Attendez, on laisse finir. Non, mais c'est le Front National qui a pris les voix, parce que c'est le Front National qui a préempté ces
ces thèmes-là. Et donc, on en est là. En plus, je voudrais poser la question et savoir, moi, si bien les classes populaires, mais qu'est-ce qu'on définit par les classes populaires? Aujourd'hui, on a un certain nombre de CSP, CSP+, qui sont plus importants que les classes populaires. Et c'est ceux-là qui sont importants aussi pour leur vote. C'est ceux-là qui sont qu'il faut aussi arriver à faire voter. Luc Rouban, vous êtes directeur de recherche au CNRS, le centre de recherche politique de Sciences Po, pardon. Vous avez fait une excellente étude qui a été publiée vendredi sur les réseaux sociaux notamment. On voit que les ouvriers votent massivement pour le RN, alors que le plus gros bataillon qui vote à gauche, c'est les personnes du spectacle et des arts. Est-ce que quelque part, c'est pas la preuve que les prolos ont été abandonnés par la gauche, pour parler comme Georges Marchais dans les années 70 ? C'est-à-dire que le problème, c'est que la classe ouvrière telle que la connaissait le Parti communiste français et la formait le Parti communiste français autrefois a disparu. C'est-à-dire que la culture ouvrière, la classe ouvrière et le vote de classe ont disparu. Alors quand on parle des catégories populaires, effectivement, il y a catégories populaires et catégories populaires, c'est complexe. Parce que c'est un agrégat statistique, mais c'est vrai que vous avez au sein des catégories populaires, le monde des ouvriers, mais le monde des ouvriers, une partie de ce monde s'est transformé en technicien et souvent technicien qualifié, et puis vous avez une partie qui est beaucoup plus précarisée, qui est soumis évidemment à des pressions économiques beaucoup plus fortes, et notamment aussi dans son environnement à la grande précarité et à la grande pauvreté qu'amènent les flux migratoires. Donc ça explique effectivement en partie, pour une partie des catégories populaires, le vote RN. Et puis vous avez aussi, alors de l'autre côté, effectivement, quand on parle de la gauche, là aussi, il faut différencier, parce que entre la gauche communiste, la gauche LFI, les écologistes et les socialistes, il y a quand même des différences énormes. Donc, ils ont beau appeler ça le nouveau Front populaire, ils sont loin d'être aussi uniques en 36. Donc, sur le fond, ils partagent pas la même philosophie. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que vous avez une partie de la gauche. Elle-même, l'offre politique à gauche a changé, c'est-à-dire que vous avez effectivement une gauche, disons, intellectuelle, qui va parler au milieu de l'art, de la culture, aux diplômés. Vous les retrouvez chez les écologistes, chez Parti socialiste, et voilà, donc globalement. Le Parti communiste, comme je vous le disais, se réduit parce que dans le fond, la classe ouvrière à l'ancienne a disparu, et vous avez les filles ou l'extrême gauche, qui réunit plutôt une gauche de type révolutionnaire, mais qui parle à un nombre très réduit de personnes en réalité, parce que dans le fond, il faut revenir aussi aux attentes des catégories populaires. Les catégories populaires, elles ont deux attentes. Parce que quand on est pauvre, d'abord, premièrement, on aime bien devenir riche, pas rester pauvre. Donc la gauche, très bien, elle a une proposition permanente de redistribution des richesses, mais il y a aussi une attente très forte dans la société française pour accéder à cette richesse sans dépendre forcément de l'État-providence. Donc plus d'autonomie, plus de possibilités de créer ses entreprises. Il y a beaucoup de demandes chez les jeunes, notamment, pour créer son entreprise, donc la recherche d'une autonomie, d'une amélioration de son sort. Or, la France est un pays où la mobilité sociale est très mauvaise par rapport aux autres pays européens. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe une chose très simple, c'est que si vous voyez la pyramide globalement sociale française, eh bien, l'accès en haut, il est bloqué, et l'accès en bas, il est largement ouvert avec, si vous voulez, la mise en concurrence avec des flux migratoires, avec des nouvelles pauvretés, et donc une précarité croissante. Et cette situation d'être pris entre le marteau et l'enclume, si vous voulez, crée ce phénomène de radicalité, alors soit à droite, soit à gauche, mais effectivement, ça crée de l'instabilité électorale, et effectivement, on obtient ce qu'on obtient aujourd'hui. Philippe Bilger. Luc Rouban, pour rester un peu à droite, non mais réellement, j'ai bien compris que votre raisonnement s'applique également à la gauche. Est-ce que, est-ce qu'on peut considérer que les classes populaires sont allées naturellement, logiquement vers l'extrême droite, pour faire très simple, ou est-ce que elles ont été d'une certaine manière abusées par le fait que cette force politique disait les apprécier et s'occuper de leurs problèmes? Autrement dit, est-ce que il y a une duperie, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une authenticité dans tout cela?
Bon, écoutez, je vous répondrai très simplement, à savoir que globalement, la méfiance est générale envers tous les partis politiques. C'est-à-dire que même les électeurs RN n'ont pas confiance dans le RN. Beaucoup d'entre eux vous disent, oh, vous savez, bon, on vote pour eux, mais on verra, on n'est pas sûr. Puis est-ce qu'ils pourront vraiment faire quelque chose? On n'en est pas certain. Donc il ne faut pas s'imaginer non plus qu'une espèce de, je dirais, de communion, de croyance et de foi dans le miracle du RN, comme on aurait pu avoir foi dans les miracles d'autres partis politiques autrefois. Donc il faut être là-dessus, je crois qu'il faut être très réaliste. Maintenant, si vous voulez, le problème, c'est que effectivement, le RN parle de proximité, il parle d'autorité de l'État, il parle simplement de sécurité, il parle d'immigration, et c'est vrai que ce sont des sujets qui ont été extrêmement, je dirais, polarisés à gauche, avec tout de suite des accusations de racisme, etc. Et donc, effectivement, bon, bien sûr qu'il y a des racistes et xénophobes dans le, si vous voulez, chez les militants RN ou parmi les électeurs RN, mais c'est pas le problème numéro un. Le problème numéro un, c'est vraiment la mobilité sociale en France qui est bloquée. Et là, le RN propose des solutions. On ne sait pas si elles sont pour l'instant réalistes ou pas, et qui peuvent être aussi dangereuses sur le plan économique, mais disons, de reprise en main, de contrôle de la situation. Parce que dans le fond, au fond des choses, et c'est ce qui explique aussi pourquoi une partie des classes moyennes et des classes supérieures commencent à voter aussi pour le RN, ou déjà bien commencé à voter pour le RN, c'est que l'idée générale qui explique ce vote, c'est ni le racisme, ni un souverainisme débridé, mais c'est surtout l'idée que plus personne ne contrôle rien. Et que dans le fond, on contrôle plus les flux migratoires, on contrôle plus la question de la sécurité, on contrôle plus non plus, je dirais, la situation en Europe comme on pensait la contrôler il y a encore quelques années, malgré toutes les illusions sur la puissance de la France. On a des services publics dans un état lamentable. Et donc il y a tous ces phénomènes qui se sont accumulés. Et voilà la mécanique actuelle. Allez, Françoise de Gois. C'est intéressant ce que vous dites, parce que moi je pense qu'effectivement il n'y a plus de terrain incognita pour le RN, mais j'aimerais pas que les gens qui nous écoutent aient le sentiment que l'ensemble des corps constitués, des catégories socio-professionnelles courent vers le RN. Je rappelle le Rassemblement National, 9 millions de voix dimanche. La gauche, je veux bien qu'on l'enterre et qu'elle soit en dessous de tout, elle est à 8,4 millions. La gauche est à 400 000 voix du Rassemblement National. Donc ce que je veux dire par là, je suis pas en train de faire un concours, je veux juste expliquer le climat, la réalité du vote. Je dis pas que ce sera celle de la semaine prochaine. La réalité du vote aujourd'hui, c'est qu'il y a au moins 2 France, et une France notamment une France puissante, qui ne partage absolument pas votre analyse, mon cher monsieur, et qui dit, je le redis, regardez les marqueurs qui ont voté pour les candidats du Nouveau Front Populaire. Je veux bien que ça soit des artistes et que ça soit social. Ça n'est pas vrai. Vous avez les catégories intermédiaires à 30%, les catégories populaires à 35%. Je ne voudrais pas qu'on laisse croire que nous avons une sorte de rouleau compresseur, que rien n'arrête. Chère madame, je sais très bien. Vous savez, moi j'ai le nez dans les enquêtes électorales. Moi aussi. Donc, c'est très bien, bravo. Oui. C'est mon travail. C'est que je sais très bien, seulement ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que tout le monde votait, j'ai pas dit que tout le monde votait. J'expliquais l'extension du vote Front National, Rassemblement National à des catégories moyennes et supérieures. Bien sûr, vous avez raison. Très bien que vous avez toute une partie des catégories moyennes, supérieures et des catégories populaires qui votent pour la gauche. Mais là, on parlait du Rassemblement National. Non, allez, on n'a plus beaucoup de temps. Si on mélange tout, et on commence à tout mélanger. On parlait des catégories populaires à la base. Effectivement, on constate que 4 partis de gauche cumulent les voix de l'extrême droite ou du Rassemblement National, comme vous voulez. Il y a d'autres électeurs, je le précise. Mais juste une question. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Juste une question, on n'a pas le temps. Moi, je pense que on a déjà connu ça dans l'histoire, et je pense très précisément à la fin de la République de Weimar, où il y a eu un transfert de l'électorat vers des partis d'autorité. Ouais. Mot de la fin, Luc Rouban, en 10 secondes. Simplement, ce que je veux dire, c'est que le vote du RN, c'est pas les gens de gauche qui votent RN, c'est les gens de droite, les électeurs de droite qui se sont radicalisés, qui sont allés vers le RN. C'est ça, c'est vrai. C'est un premier problème. Bon, ensuite, un deuxième problème,
c'est l'absence de la social-démocratie à gauche, qui a rappelé le tournant des européennes et qui donc s'est mise dans le cadre de du nouveau Front populaire sous la houlette de LFI, donc dans une radicalité aussi à gauche. Et le problème maintenant, c'est que c'est très polarisé et on va voir ce que ça va donner à la fin au lendemain du second tour. Merci, vous avez été très précis et efficace. Merci beaucoup, Luc Rouban, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci beaucoup, Françoise Degois. Merci beaucoup, Jean-Michel Fauvergue. Merci, Philippe David. Merci beaucoup. N'importe quoi. On n'en peut plus de ces gens. On n'en peut plus. Il faut que je vous reprenne en main, Philippe David. Allez-y, je vous en prie. Allez, on vous retrouve demain. Merci Maxime, merci Aude, merci beaucoup Gauthier et Félix, notre équipe formidable. On vous retrouve demain à partir de 17h. Passez une très belle soirée dans un instant. Et dans un instant, direction le Off d'Avignon avec Christophe Meillan, ses invités Victoria Pianasso, Nicolas Lacroix et Thomas Gété. Passez une belle soirée. Salut, à demain.